La prochaine personne que nous sommes ravis d'avoir parmi nous ce soir, c'est le chef Little Child et nous allons vous demander, chef, de nous dire pourquoi la commission de vérité et réconciliation a fait de la déclaration le premier principe, le premier objectif de réconciliation ici au Canada. Meikan mohte sigason ego ke okemau yan minang kiwi koen usau ke ho ego nini sobi hona ntakonin ego nanas ko mak se manto semina ego emiko ak soem go ak ngeton ego tsoma tamam skotamak tapoy pogo ai manasko Makaya kameimoyak, ega pomeak, eguana, kanigano taikoyak, ego kisko kawitamagik, egon minan to pinag, kistamina, ekta, kilnas kumtin. I greet you in my language, Cree, to... Je vous ai salué dans ma propre langue, la langue Cree. Tout d'abord, pour vous dire mon nom en Cree, qui signifie l'aigle doré. Et j'aimerais remercier le Créateur et remercier Mary pour nous avoir guidés dans la prière ce soir. Et vous remercier également pour nous avoir rassemblés. Merci à Mark MacDonald qui a organisé ce rassemblement. Et je voulais souligner l'importance de la participation de tous les groupes confessionnels qui nous ont toujours accompagnés dans ce parcours, que ce soit à Genève, à New York et ailleurs également. Merci beaucoup, Cheryl, aussi. Et pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas Cheryl, elle a été récemment choisie comme membre expert en matière des droits des peuples autochtones pour la région des Amériques auprès des Nations Unies. Alors, félicitations pour cette reconnaissance. Je sais que vous avez travaillé très fort et beaucoup contribué, pas simplement au développement des mécanismes, mais pour la défense aussi des droits des peuples autochtones pour qu'ils deviennent concrets, vrais, de la façon dont Hélène aussi l'a exprimé. Et merci à Hélène pour avoir exprimé sa passion, sa force de guerrière. Je sais qu'elle a manifesté son leadership également dans les années 90. Et elle se levait parfois même face au monde, au reste du monde, en tant que femme aussi. Et je t'admire beaucoup, Hélène. Je te respecte et je t'admire pour la passion qui anime ton intervention. Et je voudrais reconnaître aussi les territoires de tous ceux qui nous écoutent. Alors, bienvenue à vous tous, à vous toutes, à cet échange. La question, pourquoi est-ce qu'on a choisi la Déclaration des Nations Unies comme cadre pour la réconciliation? Eh bien, pendant les 6 années qu'on a voyagé dans le pays avec la Commission La Vérité et Réconciliation, vous vous souviendrez que, en fait, ça a duré 5 ans en cours, les audiences, et on a eu besoin d'une année supplémentaire pour rédiger notre rapport et pour réfléchir, revenir sur tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on a pu apprendre pendant ces 6 années qu'on a passées de
d'une côte à l'autre de notre pays en écoutant ce que les adultes à l'époque, les enfants ont vécu dans les pensionnats. Alors, on a été témoins, on a accueilli la douleur, la souffrance, on a accueilli les larmes des survivants aussi. Et on les a écoutés avec beaucoup d'attention. On a entendu également des appels qui nous étaient adressés pour que l'on se penche sur la déclaration comme instrument potentiel qu'on pourrait utiliser. Et en fait, c'est la déclaration qui a pris le plus de temps pour être achevée au sein des Nations unies. Et j'étais déjà là en 1977 et on a suivi tout son parcours. Et parfois, il y a eu des périodes où ça tournait en rond. On continuait à tourner et tourner avant de réussir à avancer. Et jusqu'au moment que nos aînés ont été élus officiellement pour pouvoir servir de porte-parole et parler des violations que constituaient les traités. Et les aînés parfois se levaient et s'exprimaient, parfois même par désespoir, en pleurant, en disant qu'il fallait revenir au traité d'origine et pour se rappeler de nos liens profonds avec notre terre. Alors, non seulement les traités sont souvent violés sur une base quotidienne, mais ils sont mal interprétés. En fait, il y a 4 éléments qui expliquent l'histoire des traités. Et comme Hélène l'expliquait, en jouant son rôle de leader, ce sont les femmes qui portent l'histoire, qui sont les porteurs de l'histoire et qui transmettent cette histoire, nos traditions. Ce sont elles qui témoignent oralement de ce qui a été décidé, négocié, délibéré au temps des traités. Donc, ce sont la mémoire vivante de notre histoire. Et ça se fait, ça se passe, ça se transmet en cris. On appelle ça les ententes sacrées. Donc oui, il y a une partie qui est écrite, il y a la partie écrite des traités et les textes écrits étaient ensuite interprétés par des traducteurs. Mais à côté de ça, à côté de l'écrit, il y a les témoignages oraux qui étaient transmis par nos chefs, que notre chef Edmond a également présenté. Il y avait aussi toute la partie liée au traité qui touchait au cérémonial, à toutes les cérémonies, toutes les traditions et l'aspect juridique aussi, l'aspect légal lié au traité. Alors, tous ces éléments qui constituaient les traités étaient très importants pour nos aînés. Et ils disaient toujours, rendez-vous dans un forum international pour parler aux gens des témoignages oraux sur les traités. Dites-leur qu'on a des principes pour réaliser les traités qui s'appellent le consentement, le consensus. Et on a également un droit inhérent, à l'autodétermination. Et tout ça, ça existe dans nos langues, dans notre langue. Et ils nous ont dit, ils nous disaient, ne reculez jamais face à ces 4 principes que l'on vous transmet. Ces 4 principes des traités doivent être transmis et compris, mais compris de la façon dont les peuples autochtones les interprètent, les comprennent. Et un élément essentiel de la réalisation des traités, c'est le consentement. Et ça remonte à 1977, avant que l'on parle de consentement éclairé, de cette notion-là.
On parlait déjà de ça. Et on disait aussi qu'il faut revenir à la place d'origine où on avait signé les traités et ensuite rappeler à Sa Majesté la Reine des relations qui nous unissent à travers ces traités. Alors, je me suis rendue tout d'abord en Suède, à une conférence mondiale, parce qu'en 1974, je n'ai pas pu accompagner mon cousin parce que j'étais en train de préparer mes examens de droit, mais mon cousin y est allé et il est revenu avec des principes de déclaration articulés sur 12 articles. Donc ensuite, on s'est rendu en Suède pour la deuxième conférence mondiale sur les peuples autochtones et on a présenté ces principes au travers de 14 articles. L'Assemblée m'a demandé de présider la rencontre également au sein de l'Organisation mondiale du travail à l'époque. Et à l'époque, il y avait des instruments légalement, des instruments qui nous liaient légalement en tant que peuple autochtone. Et on m'a demandé donc de me rendre à Genève pour discuter de ces traités. Je me suis rendue à Genève dans le cadre de l'Organisation mondiale du travail et on a pu travailler sur une série d'amendements. Et 85% de ceux que l'on défendait à l'époque, on le retrouve maintenant, on l'a retrouvé dans le projet de loi. Mais ce n'était pas suffisant. Ensuite, pour amener jusqu'au bout la déclaration, il fallait se rendre aux Nations unies. Et heureusement, peu de temps après, il y avait une conférence qui avait été organisée sur les questions de discrimination. Alors, c'est ce qui m'a donné l'occasion de participer, de me présenter. Malheureusement, à ce moment-là, on n'a pas pu rentrer dans le bâtiment des Nations unies et un grand nombre de délégués provenant de différentes régions du monde, d'Autochtones provenant de différentes régions du monde, n'ont pas pu rentrer aux Nations unies et on a organisé une marche pacifique. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai choisi de continuer à défendre ces 14 principes sur lesquels on s'était entendu en Suède. Et c'est là qu'on s'est rendu au Panama pour participer à une assemblée autochtone pour défendre ces 14 principes. Et on est revenu ensuite à Genève, qui depuis avait créé un groupe de travail qui s'intéressait à la question des normes et qui donc faisait un retour sur le travail qui avait été fait l'année précédente. Maintenant, le groupe de travail voulait nous entendre, voulait savoir qu'est-ce qui se passait de notre côté, sur nos territoires, donc il voulait entendre nos voix. Et deuxièmement, on nous demandait de participer à l'élaboration d'une série de standards, de normes pour les droits des peuples autochtones. Donc, on a présenté notre déclaration articulée sur 14 points et on a dit au groupe de travail, eh bien, commençons par ça, commençons par ces principes, ces points, parce que c'est les réflexions, les prières, les discussions des Autochtones qui ont amené à cette première ébauche. Et ça a été rédigé par des Autochtones, pour des Autochtones. Malheureusement, ça a été refusé. On a décidé, contrairement à ce qu'on voulait, on a décidé de partir à zéro. Et après toutes ces années, grâce au courage du leader de l'époque, qui a expliqué
simplement que ces normes dont on discute, dont on parle, c'est des normes qui vont s'appliquer à ces peuples. Et comment est-ce que c'est possible qu'on n'écoute pas leur voix? Alors, c'est à partir de ce moment-là, parce que quelqu'un a sensibilisé le public à notre présence, c'est à partir de ce moment-là qu'on a été invité à parler des questions qui nous intéressaient directement. Donc, jusqu'à cette époque-là, jusqu'en 77, on n'avait pas de voix pratiquement, jusqu'à ce que cette femme, ce leader, ait ouvert la voie pour que l'on puisse s'exprimer, être entendu. Et pour revenir à la commission Vérité Réconciliation, qui a écouté toutes les déclarations, les témoignages de ceux qui étaient des enfants à l'époque, lorsqu'ils ont été sortis, arrachés de leur famille, imaginez qu'est-ce qui se passe pour un enfant, qu'est-ce qui se passe pour la famille, pour ses parents, pour les parents qui voient leur enfant enlevé de la famille, qui essayent de protéger leur enfant, mais qui sont mis en prison parce qu'ils le font. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces parents-là, avec ces familles? Et je me souviens, quand on était au Yukon, je me souviens qu'il y a une femme qui a pris le micro et qui a dit « Et nous, dans tout ça? Moi, je n'ai pas été dans un pensionnat. Mes parents étaient au pensionnat, mes frères, mes sœurs, mais pas moi. Mais malgré tout, j'ai été touchée, j'ai été traumatisée moi aussi. Et qu'est-ce qu'on dit de ce traumatisme qui se transmet de génération en génération dans la même famille et qui touche le cercle familial élargi? Alors ça aussi, c'est un traumatisme qui se transmet. Alors on a décidé d'étendre le mandat de la Cour parce que n'oubliez pas qu'il y a eu énormément d'audiences pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Et à l'époque, il y avait 4 églises qui géraient ces pensionnats. En Alberta, c'est nous qui avons eu le nombre le plus élevé de pensionnats. Et on sait que les enfants pouvaient être enlevés de leur famille même quand ils étaient très jeunes, qu'ils avaient 7 ans pour aller dans ces pensionnats. Quand on voit les photos, les gens souvent réagissaient en disant que c'était pratiquement des prisons. C'est de ça qu'ils avaient l'air, ces institutions. Et quand j'avais 6 ans, j'ai été amenée dans ce qui était à l'époque le plus grand pensionnat du Canada. Alors, on a entendu des histoires entremêlées de colère, de larmes, des témoignages d'abus physiques. Les enfants étaient frappés parce qu'ils parlaient leur langue. Et quand moi, j'ai été à l'école pour la première fois, je me suis rendu compte que je parlais juste ma propre langue et tout le reste était des langues étrangères pour moi. Alors, il y avait des abus si on n'apprenait pas, des abus physiques, mentaux. On nous menaçait de punition si on parlait de ce qui se passait à nos familles, à nos parents. Ou alors, on nous disait que si on en parlait, nos parents allaient en enfer, allaient en enfer. Et donc, il y avait beaucoup de manipulation et d'impact psychologique durable aussi de ce qui nous était dit. On nous obligeait à changer notre nom. On me posait la question, quel est ton nom? Je répondais et on me disait, ton nom à partir de maintenant, c'est 65. 65, viens ici. 65, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Alors, qu'est-ce qui se passe à un enfant lorsqu'on lui impose ça à un jeune âge? Alors, on a entendu ces témoignages à travers les larmes, à travers la colère, et on en a écouté des centaines, des milliers, jusqu'au point où j'ai compris, je me suis posé la question en tant que
en tant que juriste, je me disais, est-ce que je sais la vérité? Où est la vérité? Souvenez-vous que la première commission a donné ses démissions et je me suis posé plein de fois la question, je me suis remis en question, comment ça se fait que je suis ici? Pourquoi je suis ici? Et ça faisait beaucoup de témoignages que j'entendais, beaucoup. Une des choses que j'ai appris pendant les 2 premières années, et c'est sans doute la raison pour laquelle j'avais du mal à continuer, c'est que j'entendais devant moi le témoignage de ma propre histoire à travers la voix et les larmes d'autres. Parce que tout ce que j'entendais, je l'avais vécu déjà sur ma propre personne. Alors quand on entend des témoignages répétés et que l'on arrive à un tel point de révolte, de colère, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce que c'était difficile pour moi. Et je suis content aujourd'hui de voir que ce sont des groupes confessionnels qui ont organisé cette rencontre parce que je crois qu'il y a eu des maillons qui manquaient à un moment donné. Parce que c'est vrai que tout le monde a le droit de connaître la vérité. Mais les excuses, le repentir est important aussi pour le pardon. Mais la prochaine étape n'avait pas été réalisée, et cela pendant longtemps. Et c'était d'avoir la possibilité de pardonner. Parce que pour pouvoir vivre la guérison, vous devez pouvoir pardonner pour les torts qu'on vous a faits. Avant de ressentir un sentiment de justice et de guérison, il faut passer à travers ces étapes. La vérité, la demande de pardon, le pardon, la guérison et finalement le sentiment de justice. Et alors là, vous pouvez parler de réconciliation, vous pouvez vous engager sur la voie de la réconciliation. Après avoir entendu toutes ces histoires, ces témoignages donnés dans les larmes et la colère, il nous a semblé qu'il était important de nous demander comme commissaire quel était le point commun dans tous ces témoignages que nous avions entendus et nous avons dégagé 10 principes de réconciliation parce que la réconciliation n'était pas définie dans le mandat que nous avions reçu comme commissaire. Donc, nous avons pris l'initiative de la définir. Après avoir entendu la douleur et les torts subis, il nous a semblé important de définir la réconciliation comme la restauration de relations respectueuses. La restauration de relations respectueuses. Je me rappelle avoir dit cela à un groupe et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas donc une autre dimension? Parce que c'était des enfants. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de revanche dans ce que vous demandez? Pourquoi ne cherchez-vous pas à vous venger après ce que vous avez subi? Et nous avons dit non, nous souhaitons plutôt vivre d'abord la guérison pour nous engager sur la voie de la réconciliation. Alors, un de mes confrères m'a dit qu'il était sur la voie de la réconciliation depuis 10 ans maintenant. Mais il dit, c'est vraiment la première fois que je comprends que la réconciliation, ça commence avec moi. C'est chez moi, en moi que commence la réconciliation. Jusqu'ici, je regardais toujours chez les autres pour rechercher la réconciliation. Alors vous, comme groupe religieux, vous êtes extrêmement important. Maintenant que nous avons quand même passé une étape importante, quand nous avons demandé aux aînés, aux anciens,
leur conseil et ils nous ont dit: «Assurez-vous de créer un climat de sécurité culturelle, de sécurité spirituelle avant de convoquer des gens pour les écouter. Ensuite, vous pourrez leur demander ce qui leur est arrivé. Parce qu'autrement, vous risquez de rouvrir le traumatisme. Nous avons donc offert un appui médical, culturel, spirituel, psychologique pour recevoir les témoignages. Et ensuite, nous avons demandé aux gens, qu'est-ce qui aurait pour vous, qu'est-ce qui rendrait possible la réconciliation pour vous? Dans la deuxième année de notre mandat, nous avons publié un rapport un peu pour tester le sérieux du mandat de la Commission. Nous avons publié un rapport intérimaire et nous avons conclu que la politique sur les pensionnats autochtones était une attaque directe contre nos langues, parce que nous étions punis si nous parlions nos langues. C'était un assaut direct contre notre culture, parce que même les vêtements, si vous aviez des tresses, par exemple, on vous les coupait, on enlevait leurs vêtements aux enfants pour leur donner des vêtements occidentaux. La famille aussi a été assaillie parce qu'on séparait les parents de leurs enfants. La communauté elle-même était agressée. Nous avons donc décidé de demander à quoi devrait ressembler la réconciliation. À une autre réunion, à cause des agressions sur la spiritualité autochtone. Un homme nous a dit, j'avais 10 ans, je suis allé dans une église, il y a des marches pour monter, pour aller à l'église, et je me suis arraché le cœur et je l'ai jeté sur ces marches et je suis retourné à l'école. Et finalement, je suis devenu alcoolique. Et quand j'ai voulu vivre une guérison, j'ai entrepris une démarche et j'ai entrepris une démarche de réconciliation parce que finalement, d'abord, je me suis pardonné à moi-même. J'ai aussi demandé pardon à ma conjointe. Avec les 7 enseignements sacrés, on nous a demandé de les utiliser comme thème pour nos 7 grands rassemblements nationaux. Il y a 40 000 personnes donc, qui sont venues à Winnipeg. Nous sommes allés à Inuvik. Il faut vraiment du courage pour survivre dans le nord, dans ces pensionnats les plus isolés, qui ont souvent été des refuges pour des pédophiles. Alors, il nous a dit, ensuite, j'ai permis à mon cœur de guérir. Et je me rappelle le 3e enseignement qui porte sur l'amour. Et très souvent, on nous a dit, je ne sais pas ce qu'est l'amour. Je sais ce que sont les punitions, mais je n'ai jamais appris ce qu'est l'amour, me disait-il. Et à Halifax, c'était le thème, l'amour. Et cette femme courageuse s'est levée et a dit, oui, je suis allé dans un pensionnat indien, j'étais gauchère et on m'a dit que c'était mal. Et alors, on disait que j'étais la fille du diable parce que j'étais gauchère. Et finalement, j'ai fait tout ce que je pouvais pour confirmer ce jugement sur moi, pour être la fille du diable. Et je me suis retrouvé en prison. Mais maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je suis finalement capable de dire oui, je t'aime. Je ne pouvais pas dire cela à mon conjoint, je ne pouvais pas dire ça à mes enfants et à mes petits-enfants. Maintenant, oui, je peux dire cela. Je vous aime. Pour moi, c'est
le point crucial de la Commission de vérité et réconciliation. De plus en plus de personnes sont venues exprimer non seulement la douleur et les souffrances qu'ils avaient connues, mais faire témoigner de leur guérison et qu'ils pouvaient guérir en retrouvant leur langue, leur culture. La culture a finalement agi comme traitement. Plusieurs sont toujours très en colère. C'est pourquoi, comme communauté croyante, vous avez un rôle si important à jouer. À une réunion à New York et à Genève plutôt, on m'a dit d'aller demander à la présidente pour voir si des anciens ne pourraient pas ouvrir l'Assemblée par une prière. Et on m'a dit, écoutez, monsieur, vous savez que nous ne prions pas aux Nations Unies. Je dis, écoutez, c'est un acte d'action de grâce, une évocation. Alors, on m'a dit, combien ça va prendre de temps? Vous avez 3 minutes. Alors, je suis allé à notre caucus et j'ai dit, oui, nous pouvons ouvrir la réunion par une prière. Alors, il y a 4 anciens qui avaient apporté leur tambour et ils ont chanté donc la prière en la rythmant au tambour. Et la présidente m'a dit, écoutez, ça fait maintenant 7 minutes, combien de temps est-ce qu'ils vont prendre? J'ai dit, il faut quand même respecter les anciens, alors laissez-les terminer. Elle l'a fait finalement. Mais à partir de ce jour, quelque chose est arrivé. Une contribution a été faite aux Nations Unies. À compter de ce moment, toutes les réunions commencent et se terminent par une prière. Et avant cela, donc, on avait donc les discussions sur les droits économiques, politiques et sociaux ensemble. Mais maintenant, il y a des droits spirituels. Et c'est ce que ces anciens ont apporté aux Nations Unies. Les droits spirituels n'étaient pas reconnus aux Nations Unies. Alors, c'est l'Organisation des États américains, donc, quand ils ont publié leur déclaration sur les droits des peuples autochtones, il y a un article précis. L'article 16, vous voyez, la spiritualité autochtone, et il y a 4 paragraphes. Et j'en parle parce qu'il y a des groupes religieux ici ce soir, et comme commission de vérité et réconciliation, nous avons décidé de dire que c'est bien hein, qu'il y ait la spiritualité autochtone. Il n'est pas nécessaire d'avoir une religion parce que nous avons entendu des témoignages sur des enseignantes et des enseignants religieux et des prêtres, des frères qui enseignaient aux enfants. Alors en disant donc, vous voyez ces enfants là-bas dans cette école, vous voyez, ces enfants-là, ils sont méchants parce que ce sont des catholiques. Et alors, dans cette autre école, vous voyez, ceux-là, ou ces enfants-là, c'est très mauvais. Ce sont des anglicans ou des baptistes ou des membres de l'Église unie. Alors, donc, les anciens élèves, en fait, ils avaient même ils se battaient avec les enfants de ces autres écoles. On leur lançait des roches parce qu'on leur enseignait que ces gens-là étaient mauvais. Il faut savoir ces choses-là. C'est pourquoi je dis que les groupes religieux ont un rôle si important à jouer dans cette démarche, parce que la déclaration elle-même comporte 12 articles sur la spiritualité. La déclaration de l'Organisation des États américains a 14 articles aussi sur la spiritualité.
Alors, vous voyez donc, on veut que la déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones soit le cadre d'un processus de réconciliation, mais c'est pour restaurer un climat de confiance et de respect. Il faut faire comprendre et reconnaître que c'est bien, c'est correct d'être autochtone, que d'avoir une spiritualité autochtone et que la spiritualité autochtone, au fond, nous dit qu'il y a un créateur, un Dieu, mais les enseignements liés par exemple à la cérémonie du Calumet portent sur l'honnêteté, la bonté, le partage et la force. Et je suis certain que dans vos propres communautés, vous avez ces mêmes principes. Donc il y a, pendant les 6 années où nous avons parcouru le pays avec la Commission, nous avons compris que les torts qui avaient été causés, bien, la déclaration de l'ONU pourrait contribuer à les corriger. Oui, elle n'a que 46 articles. Il y a 4 grands piliers à cette déclaration de l'ONU. Il y a le droit à l'autodétermination, la culture, il y a 30 références à la culture, il y a le consentement et il y a les ressources naturelles et les territoires. Il y a 4 piliers, mais il y a 9 grands thèmes. Le bien-être des enfants, c'est celui que nous avons mis en premier dans le rapport parce que le mandat donc, portait d'abord sur les enfants et l'enseignement et la santé. Des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles ont été tués à cause du racisme. Quand nous avons finalement déposé notre rapport, je me suis demandé ce qui arriverait parce que j'ai fait partie d'une autre commission sur la réforme de la justice et je me demandais donc, combien d'études ont déjà été faites à propos de cette question de la réforme de la justice. Et il y avait déjà eu 33 études, 33 recherches qui avaient été faites. Plus de 3000 recommandations avaient déjà été faites. Et là, pourquoi est-ce qu'on est encore en train de faire cette enquête donc sur les centres de détention pour les hommes, les femmes et les jeunes? On a examiné donc les recommandations qui avaient été faites, les analyses, les observations, mais on avait conclu que ce qui était le plus facile à négliger, c'était les recommandations. Alors, nous, comme commission, nous avons dit, nous avons eu suffisamment déjà de recommandations. D'autres commissions en ont fait avant nous. Alors, nous avons dit, nous allons faire plutôt des appels à l'action. Et dans mon rapport, j'ai fait 8 appels à l'action. Comme vous savez, la Commission de vérité et réconciliation a 94 appels à l'action, mais elle les adresse à différents secteurs de la société. Alors, vous voyez que je prends beaucoup de temps pour répondre à une question qui est quand même un peu difficile. Pourquoi est-ce que nous avons fait de la réconciliation le principe fondamental de notre intervention? Comme on vous l'a dit, la réconciliation est une affaire de relation, de rapport avec le Créateur, avec votre famille, avec vos amis. Comme je l'ai dit, en 2012, nous avons présenté notre rapport intérimaire qui recommandait à tous les gouvernements et à toutes les parties, donc sur l'entente, les parties à l'entente de règlement, d'examiner, d'étudier la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones pour en faire un cadre pour la réconciliation au Canada, un cadre de réconciliation qui ferait en sorte que
les institutions politiques, les établissements d'enseignement et religieux, le secteur privé, la société civile trouvent des façons d'agir qui soient cohérentes avec les principes de la déclaration de l'ONU. Alors, nous nous sommes dit, c'est cela qu'il faut promouvoir, c'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher. Pour plusieurs survivants et leurs familles, cet engagement porte avant tout sur le fait de guérir eux-mêmes, de guérir leur communauté, de guérir leur nation et de redonner une vie nouvelle aux individus et aux cultures autochtones, à leur langue, à leur spiritualité, à leurs lois, à leur système de gouvernement et de gouvernance pour construire des relations respectueuses. Ce sont tous les éléments des 46 articles de la Déclaration de l'ONU. Alors, nous avons pensé, faisons-en le principe de base, l'appel premier, pour ensuite nous engager sur la voie de la réconciliation ensemble. Oui, nous connaissons la vérité, maintenant nous savons ce qui est arrivé, maintenant il nous faut ensemble, travailler ensemble et nous engager sur cette voie pour restaurer des relations respectueuses, cette voie où nous aurons des relations saines et c'est ce qu'est la réconciliation. Donc, c'est une longue chemin pour répondre à cette question. C'était la déclaration la plus longue et la plus longue à débattre. Il y a eu beaucoup de discussions qui sont surgies. Au départ, comme je vous disais, on n'avait même pas le droit de s'exprimer, de parler. Encore aujourd'hui, on doit insister pour avoir le droit de s'exprimer aux Nations Unies en tant que peuple autochtone. Encore maintenant, c'est toujours difficile de se faire entendre. Et on se bat pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie beaucoup la passion, la grande passion avec laquelle Hélène continue à se battre et à mener ses recherches en tant qu'experte, comme nouveau membre du mécanisme qui fait appel à plusieurs experts. Alors, encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité à essayer de répondre à cette question. C'est peut-être pas la meilleure réponse parce que, comme je vous disais, il y a encore des gens qui sont blessés, qui sont pris par la colère. Et il y a encore beaucoup de choses en suspens. Il y a des églises qui ont tendu la main. Et j'ai eu une audience spéciale, même personnellement, avec le pape et je l'ai invité à venir au Canada, à venir nous voir. Et beaucoup de gens nous le disent, nous le répètent. Je suis désolé, je m'excuse. C'est les excuses qu'on entend. Et souvent, ce qui se passe quand on m'invite à parler, on me dit, d'accord, on te donne 1 heure, et puis 4 heures plus tard, on est encore en train de parler, de discuter. Et dans nos appels à l'action, on le dit clairement, et les groupes confessionnels qui sont déjà publiquement intervenus, je vous remercie pour l'avoir fait, mais je vous implore de demander aux autres groupes confessionnels, autres organisations confessionnelles de le faire aussi, de suivre votre exemple.